Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un petit moment retour en enfance, enfin, en tout cas mon enfance, ce qui est une œuvre qui a marqué on va dire ma vie de lecteur, le début de ma vie de lecteur, avec notamment La Quête des Willan, qui est la première trilogie dont je vais vous parler de Pierre Bottero. Alors attention, puisque je parle de mon enfance et de la littérature jeunesse, mais c'est de la littérature jeunesse, je pense, qui transcende les âges, et je pense donc que ça peut intéresser beaucoup de monde. J'ai découvert, pour vous situer un peu le contexte, cette trilogie, j'avais à peu près 10 ans. À l'époque, je lisais énormément de bouquins et surtout Harry Potter. Vous le comprendrez si vous m'entendez dans plusieurs autres podcasts, mais j'aime beaucoup Harry Potter. Du coup, à l'époque, je relis en boucle Harry Potter, puisque mes parents ne m'achètent pas des livres non plus toutes les 5 minutes. Et un jour, ma mère me tend un bouquin qui s'appelle La Quête des Willan, Les Frontières de Glace. Alors attention, c'est le tome 2, mais elle s'est trompée. Elle l'avait commandé sur France Loisirs. Du coup, ça fait 2 fois qu'on en parle, il va falloir faire un partenariat. Et je pense que voilà, elle l'avait pris, parce qu'à l'époque, sur France Loisirs, il fallait prendre 3 bouquins par trimestre, un truc comme ça. Et un peu par hasard, elle m'avait pris un truc de littérature de l'imaginaire jeunesse. Et donc, c'est tombé sur La Quête des Willan, Les Frontières de Glace. Et franchement, la première impression n'est pas folle. La couverture de l'époque est horrible. Enfin, franchement, elle me fait vraiment pas envie. Et donc, je mets un peu de temps à m'y mettre. Et finalement, bon, bah, déjà, vous avez compris que si je vous en parle aujourd'hui, c'est que c'était très bien. C'était même plus que très bien. C'était incroyable. Je suis tombé amoureux immédiatement de l'univers, du style d'écriture de Pierre Bottero et surtout bah, de l'histoire en elle-même. Et donc, comme je vous le disais, j'ai commencé par le tome 2, ce qui donc n'est pas logique pour commencer une histoire. À l'instar d'Harry Potter, très rapidement, les personnages sont esquissés de nouveau en début de tome. Et donc, du coup, il me manquait une petite partie de l'intrigue, mais ça m'a quand même permis de suivre le deuxième tome. Et finalement, je l'ai lu très vite et j'ai eu le droit aux 2 autres tomes la semaine suivante, le 1 et le 3, et qui formaient du coup la première trilogie, La Quête des Willan. L'ensemble des œuvres dont je vais parler aujourd'hui, c'est, on va dire, les 3 trilogies qui tournent autour des Willan et consorts. Donc, c'est 3 trilogies avec La Quête des Willan qui est la première. Ensuite, il y a Les Mondes des Willan. Et enfin, il y a une troisième série qui est une troisième trilogie qui est un peu hybride, qui s'appelle Elana, le pacte des marchons, qui concerne un personnage qui fait partie de La Quête des Willan et des Mondes des Willan, et qui constitue pour les 2 premiers tomes un préquel à La Quête des Willan, et pour le troisième tome, un final à l'ensemble des trilogies. Bon, alors, après tout ça, vous allez me dire, c'est bien joli, tu nous racontes ta vie, mais qu'est-ce que c'est? Alors, déjà, attention, il y aura forcément un peu de spoil dans le résumé que je vais vous faire, et je vais me concentrer sur La Quête des Willan pour vous donner envie de commencer l'histoire, et ensuite, pour ce qui est des mondes, etc., vous verrez par vous-même si le début vous a plu. Alors, on va partir. La Quête des Willan. On suit l'histoire d'une jeune Française, Cocorico, qui s'appelle Camille. Elle a environ 14 ans et c'est une élève brillante. C'est un peu ce qui la caractérise. C'est une très bonne étudiante. Elle est en avance, un peu trop peut-être. Et cette jeune fille, elle vit avec ses parents adoptifs, qui globalement, on n'a un peu rien à faire d'elle. Alors attention, toute ressemblance avec un célèbre personnage de fiction vivant sous un escalier est à exclure, car Camille, elle a une chambre. Et elle a même accès à une belle bibliothèque où elle va passer la majorité de son temps et où elle va pouvoir mettre son brillant cerveau en marche, puisque c'est là qu'elle va apprendre les mathématiques, le grec. Enfin, vraiment, elle est brillantissime. Et cette petite Camille qui vit sa petite vie tranquille de collégienne, tout va bien, hein, du coup, elle est très forte à l'école, les profs l'adorent, tout va bien. Sauf que bah, elle se perd un peu dans ses pensées alors qu'elle se rend à l'école et euh, un camion lui fonce dessus. Voilà. Bon, bah, non, non, c'est pas fini, non. Évidemment, elle va s'en sortir, mais comment elle s'en sort? Bah, justement, c'est là que commence la magie. Parce qu'elle, tout simplement, elle s'est téléportée dans une forêt qui n'a rien à voir avec les forêts françaises. C'est une forêt avec une faune et une flore inconnues, où un homme en armure de plaque se bat contre une espèce d'immense menthe religieuse, et elle tombe en plein milieu de ce combat, dans un endroit totalement inconnu. Et alors que la menthe religieuse en finit presque avec le chevalier, elle reconnaît Camille, et elle va pour l'attaquer. Et là, heureusement, une nouvelle fois, instinct de survie de la part de notre jeune Camille, celle-ci se téléporte de nouveau et réapparaît à côté du camion qui aurait dû l'écraser.
Alors, ceci, c'est ce qu'on appellera plus tard dans l'histoire un pas sur le côté, qui est une partie seulement de la magie dont va pouvoir être capable cette jeune fille. J'ai très très envie de tout vous raconter chapitre par chapitre, et je vais vous faire un résumé plutôt que vous raconter l'histoire. En gros, elle va être de nouveau agressée par des bestioles qui ressemblent à des araignées géantes. Elle va se faire attaquer alors qu'elle est avec son meilleur ami Salim, qu'elle rentre de l'école. Et pour les protéger, une nouvelle fois, elle va réussir à faire ce fameux pas sur le côté. Et elle va les emmener tous les deux dans ce monde parallèle. Sauf qu'arrivée sur place, cette fois-ci, eh ben, les créatures, les fameuses araignées, l'ont suivi de nouveau. Elles sont aussi dans la forêt. Et les deux jeunes vont être secourus par Edwin, qui est une espèce de super combattant qui va les protéger et qui va les entraîner avec lui sur la route, puisque Camille, visiblement, ne sait utiliser ses pouvoirs que quand elle est en danger. Et donc là, maintenant qu'il n'y a plus de danger, elle est incapable de les faire revenir dans leur monde. Bon, là, je vous ai décrit Edwin à grands traits. Évidemment, tous les personnages sont bien plus développés que ça. Mais je vais en revenir un peu là-dessus parce que c'est un des points forts, je trouve, de Botero, c'est de réussir à caractériser ces personnages presque à la limite des stéréotypes et de réussir ensuite à, Leur donner de la profondeur. à leur donner de la profondeur exactement, à les rendre plus complexes. Je vais passer outre les péripéties suivantes. Camille va apprendre qu'elle a un pouvoir qui est originaire de ce monde, celui où elle est arrivée, qui s'appelle Gwendalavir. Alors j'espère que je prononce bien, comme je disais avant l'épisode. Des fois, je prononce les noms un peu bizarrement, mais je crois que c'est Gwendalavir que ça se prononce. Et c'est en fait un pouvoir qui existe dans ce monde. Cette magie, ce pouvoir s'appelle dans ce monde l'imagination, et plus précisément celui que possède Camille s'appelle le dessin. Je vais revenir dessus après vous avoir expliqué l'histoire pour vous expliquer un peu le monde dans lequel se situe cette histoire. Mais pour ce qui est de Camille, elle apprend en fait qu'elle est issue de ce monde, ce qui explique qu'elle a ce pouvoir, et qu'en réalité elle s'appelle Ewilan, ce qui explique le nom de l'histoire, sinon ça aurait été la quête de Camille et pas la quête d'Ewilan. Ses véritables parents sont portés disparus depuis une bonne dizaine d'années, et en fait, il s'avère que ses parents l'ont mis en sécurité dans l'autre monde, dans notre monde, elle et son frère. Et du coup, c'est là que va être l'essentiel de l'histoire des Willan. C'est l'essentiel de sa quête, ça va être de rechercher les sentinelles dont ses parents font partie. Alors, les sentinelles, c'est quoi? C'est un ordre de gardiens qui avait été constitué pour protéger le territoire de Gwendalavir de leurs ennemis. Il s'agit en gros des plus grands dessinateurs humains, donc des gens qui ont le même pouvoir que Ewilan. Ses parents, Ewilan en faisaient partie, c'était des puissants dessinateurs eux aussi, mais ils ont été trahis par les autres dessinateurs, donc les autres sentinelles, et ces derniers ont ensuite été vaincus par les fameuses mantes religieuses géantes, qu'on appelle des Slish, Slick, je ne sais pas comment on le prononce, qui sont la menace principale pour les hommes. Donc il y a tout un lore autour des Slish qui a autrefois asservissé l'humanité, etc., jusqu'à ce que quelqu'un vienne... Il y a beaucoup de parallèles avec les contes français ou européens. J'ai envie d'en parler, mais je vais laisser passer, c'est pas très important. Mais du coup, voilà, les Tzlich, c'est des espèces d'immenses mantes religieuses qui, en fait, ont réussi à se débarrasser des autres sentinelles et les ont figées. Donc, c'est la quête principale de Egulan, c'est d'aller libérer les figées pour qu'une fois de retour, elles puissent vaincre les Tzlich. Mais les Tzlich n'ont pas fait que ça, elles ont aussi posé un verrou sur l'imagination qui condamne l'entrée, en fait, au pouvoir. Donc, il n'y a que quelques chemins qui peuvent être arpentés dans l'imagination, et c'est les plus petits, c'est-à-dire pour faire du feu, pour faire de la magie de bas étage, on va dire. Mais les plus grands exploits magiques ne peuvent pas être réalisés parce qu'ils sont bloqués par ces montres religieuses Tzlich. Heureusement, ils sont plus très nombreux, c'est une vieille race puissante mais qui a du mal à se reproduire, donc bon, le danger existe, mais il est quand même un peu latent, on va dire. Sauf que, outre les Tzlich, il y a les Rice, qui sont des espèces de gobelins qu'on appelle les guerriers cochons, je crois, un truc comme ça, dans l'histoire, et qui sont, grosso modo, c'est des gobelins, les Rice. Et en fait, eux, ils sont très nombreux, ils sont très stupides, et ils sont gérés par les Tzlich qui leur demandent d'attaquer l'Empire. Et donc, en fait, l'Empire, ils sont à toutes leurs frontières, ils sont en guerre. Ils sont en guerre avec ces guerriers cochons, là. Et le problème, c'est que sans l'imagination, eh ben, leurs meilleurs soldats, qui étaient les fameux dessinateurs, ben, ils ont de plus en plus de mal à endiguer la menace. Et les Rice, ils sont beaucoup plus nombreux que les humains. Donc du coup, bah, forcément, les hommes se battent, ils arrivent
même en sous-nombre, à défendre leur territoire. Mais petit à petit, la menace se fait de plus en plus importante. Et c'est pour ça que Ewilan a pour objectif de rechercher les sentinelles pour les libérer. Alors pourquoi, vous me direz, ils ont laissé Ewilan, une jeune fille de 14 ans pour sauver le pays? Eh bien, il s'avère que Ewilan est une dessinatrice, mais plus que ça, c'est la dessinatrice. C'est-à-dire que c'est un peu la dessinatrice surpuissante, parfaite. Ils le disent même comme ça. C'est la dessinatrice parfaite. Elle a passé des tests où vraiment, elle est incroyable. Et en fait, grâce à cette particularité, le fait qu'elle soit si forte, eh ben, elle arrive à passer outre le verrou composé les Slish sur l'imagination. Et donc, elle peut, petit à petit, en apprenant à maîtriser ses pouvoirs, se battre à armes égales. Et donc, c'est celle qui représente la meilleure chance pour éveiller les fichiers. Bon, pour cela, elle va être accompagnée de plusieurs compagnons de voyage. On a un peu une bande comme ça qui se forme. Alors, ce n'est pas la communauté de l'anneau non plus, hein, mais il y a des personnages comme ça qui viennent un peu de partout. Je ne vais pas trop vous parler des compagnons, mais chacun d'entre eux est très particulier, a vraiment beaucoup d'atouts, et ils sont tous très attachants. Et du coup, je vais plutôt vous parler, plus que de vous parler de la suite de l'histoire, parce que voilà, je vous ai un peu esquissé à grands traits la quête d'Ewilan, qui ensuite sera prolongée par les mondes. Je vais vous parler plutôt de l'univers en lui-même. L'univers, donc, c'est l'univers qui est créé par Pierre Bottero. C'est un monde médiéval fantasy qui va fonctionner sur un système de guildes pour chaque corps de métier. Et on est sur un empire, donc on a un empereur qui représente le pouvoir centralisé. Et après, voilà, on a toutes les guildes qui gèrent le commerce, qui gèrent chaque pan de la société. On est sur de la médiéval fantasy, hein, donc on est sur un monde plutôt médiéval. Pas de téléphone portable, pas de tout ça. Et du coup, le pouvoir, donc l'imagination dont je vous parlais, c'est le système de magie sur lequel repose en partie l'histoire, parce qu'il va s'avérer que c'est beaucoup plus complexe. Ce pouvoir qu'a Ewilan, c'est le pouvoir du dessin, qui lui permet en fait de dessiner dans sa tête une scène. Donc elle va reproduire par exemple la scène qu'elle vient de voir, et elle va juste rajouter des éclairs ou une flamme. Et en fait, ce dessin qu'elle va reproduire va prendre vie dans la réalité. Et c'est comme ça qu'elle va faire apparaître des objets, elle va faire pleuvoir des éclairs. Elle a vraiment une puissance qui peut paraître illimitée. Sauf que ce pouvoir, on va dire, se visualise par des chemins dans l'imagination, les fameux chemins dont je parlais avec le verrou. Et en fonction de sa puissance dans le dessin, on peut aller plus ou moins loin. Et donc, si on est un dessinateur de petite qualité, on ne va pas pouvoir faire pleuvoir des éclairs. Par contre, si on est un peu costaud, là, on va pouvoir faire des choses de plus en plus grandioses. Alors, ce système de magie, je trouve en tout cas, est très très bien fait, notamment en termes de limites, puisqu'on sait tous qu'un système de magie doit avoir des limites pour éviter d'être complètement what the fuck. Et là, en l'occurrence, outre le fait que chaque dessin consomme de l'énergie, on va dire, à son dessinateur, il va y avoir des limites classiques, comme par exemple la nourriture, ou le fait que les dessins ne sont pas éternels. Ou alors, ils peuvent l'être, mais à ce moment-là, ça engendre d'autres problématiques. Pour ce qui est de la nourriture, par exemple, tu te dessines un beefsteak, si tu le dessines et que tu le manges, bon, c'est bien, tu auras mangé un beefsteak, mais sauf que dans 10 minutes, quand le dessin va disparaître, tu n'auras plus du tout tous les apports qu'il était censé t'apporter. En revanche, si tu es très très fort et que tu arrives à dessiner un beefsteak qui est réel, tu vas le manger, sauf que le problème, c'est qu'il ne va jamais disparaître de ton estomac. Parce que il est réel, il est infini. Et ça, c'est vraiment le pouvoir, on va dire presque ultime de ces dessinateurs, c'est ils peuvent donner vie à des objets et rendre ces objets complètement réels et qu'ils ne disparaissent pas. Bon, ça, c'est uniquement quelques dessinateurs qui en sont capables. Bref, le système de magie est trop bien. L'univers en lui-même est extraordinaire. Il y a des aventures, des gros combats, de la romance, il y a de tout. Le bestiaire, le lore, tout est développé. Et malgré le fait que toujours ça marche, qu'il s'agisse d'un univers de jeunesse, je pense que certes la quête d'Ewilan est comme un peu Harry Potter, a des premiers tomes qui sont très clairement orientés pour la jeunesse,
La suite va grandir avec son public et donc va prendre de l'épaisseur et de la profondeur lors des mondes des Willan, et pareil pour ce qui est des tomes d'Elana. Donc voilà pour ce qui est de la quête des Willan. Les mondes des Willan, je vais moins vous en parler. Et enfin, donc, il y a la troisième trilogie qui est sur Elana, qui est une des membres de la compagnie qui accompagne les Willan, et qui est, elle, directement centrée sur un personnage qui naît en Gwendalavia et qui va vivre sa vie jusqu'à sa début de vingtaine, peut-être un peu plus, et qui va ensuite rejoindre la compagnie des Willan, et qui est très clairement une saga qui est tout aussi agréable et géniale à lire que la quête des Willan. Voilà pour ce qui est des bouquins. Maintenant, je vais revenir un peu plus sur Pierre Bottero en lui-même, donc qui, je pense, en auteur français, peut faire partie de mon top auteur. Malheureusement, il est décédé en 2009 dans un accident de moto. Donc, on n'aura pas la pierre finale de son œuvre parce qu'il avait une sorte de, pas de cosmère, mais de multivers avec plusieurs histoires qui se regroupaient autour de Pouvoir et de la Gwendalavia. C'était un instituteur, ce qui explique en partie qu'il écrit de la fantaisie jeunesse. Il met beaucoup en avant dans ses histoires des adolescents ou des jeunes adultes. Et on sent parfaitement la fibre pédagogique et sa vision de ce que doit être un maître comme il était lui-même instituteur. Je pense qu'on peut dire qu'il croyait dans l'idéal du maître qui vient du latin magister, celui qui possède une autorité qui est conférée par un savoir et qui cherche à la partager, plutôt que dans le maître venant du latin dominus, celui qui opprime et qui aujourd'hui est celui peut-être qu'on met un peu plus en valeur. Très clairement, Bottero, il cherche à élever les esprits, à travailler l'esprit critique. C'est pas un simple animateur, c'est pas un prof qui est là pour faire joli. Il avait véritablement l'idée de transmettre des connaissances brutes. Et d'ailleurs, il avait même dit dans une interview, je ne sais même plus si c'est dans une interview, mais en tout cas, il disait qu'il avait vu un sondage qui avait été réalisé auprès d'un échantillon d'enseignants, que pour cet échantillon d'enseignants, les trois mots, les trois qualificatifs idéaux pour désigner un élève idéal, c'était silencieux, sage et obéissant. Donc là, on est quand même plus sur le dominus, celui qui opprime, alors que lui estimait que les trois qualités que devait avoir un élève, c'était curieux, pertinent et inventif. Et je pense que rien que ça déjà décrit le personnage et aussi l'histoire qu'il a pu raconter. En ce qui concerne le style, on est sur un style d'écriture que l'on pourrait qualifier de simple, et du coup, ça m'a fait penser, parce que Seymet en avait parlé lors du dernier podcast, contrairement à ce que disait Flo, je crois, sur Diamonds, qu'il l'avait utilisé pour dire qu'il avait trouvé que c'était un peu simpliste, peut-être. Ici, j'utilise vraiment simple comme un compliment. Et comme le disait Léonard de Vinci, la simplicité est la sophistication suprême. Et là, je pense que ça colle parfaitement à Pierre Bottero. D'ailleurs, son style a même donné lieu à un néologisme pour ses éditeurs, les bottérismes. C'est des phrases nominales très courtes, avec donc les phrases nominales, pardon, et des retours à la ligne très fréquents. Il a un style vraiment avec c'est très peu des phrases complexes, et pourtant tout est toujours très précis. Ce qui est intéressant à savoir sur Pierre Bottero, c'est que dans sa jeunesse, il était rôliste. C'était un joueur de jeu de rôle et surtout, il était maître du jeu de jeu de rôle. Et très clairement, on sent cette influence dans son œuvre, puisque qu'est-ce que ce soit en ce qui concerne la création de l'univers ou même dans la construction des personnages, on reconnaît les influences du jeu de rôle. Il caractérise très bien les personnages avec des petits résumés qui peuvent être faits pour chacun avec la caste qu'ils occupent. D'ailleurs, dans les quêtes des Willan, il y a un soldat, enfin il y a des soldats. Il y a le baroudeur rôdeur, Aragorn en quelque sorte, le chevalier, le vieux sorcier érudit, la jeune mage, la voleuse, attention pour ceux qui lisent et qui savent très bien ce que sont les marchands, moi, ce n'est pas voleur, donc je mets des gros guillemets autour de voleuse, mais voilà, il y a la voleuse et son apprenti, et parmi les personnages qui sont rencontrés, il y aura l'archer, le moine, enfin bref, les grands classiques du JDR. Mais après cette première approche, il a réussi à jouer avec ces stéréotypes, à travailler ses propres catégories, et j'avoue que franchement, si un jour je devais je devais rejouer un jeu de rôle, j'aimerais beaucoup jouer dans un jeu de rôle qui serait dédié à l'univers de la Gwendalavia. Je ne crois pas qu'il y en ait d'officiel. Je crois que Seigmet m'a dit qu'il en existait un amateur. Mais en tout cas, c'est parfaitement un univers qui s'y prête. Avant d'entamer sur
de commencer sur ce qui est autour de l'œuvre, je vais vous citer une phrase qui ressort beaucoup quand on parle de Pierre Bottero, mais je pense que c'est utile qu'on la rappelle. Il avait dit que enfant, alors je cite, enfant, je rêvais d'étourdissantes aventures fourmillantes de dangers, mais je n'arrivais pas à trouver la porte d'entrée vers un monde parallèle. J'ai fini par me convaincre qu'elle n'existait pas. J'ai grandi, vieilli, et je me suis contenté d'un monde classique. Jusqu'au jour où j'ai commencé à écrire des romans. Un parfum d'aventure s'est alors glissé dans ma vie, de drôles de couleurs, d'étonnantes créatures, des villes étranges. J'avais trouvé la porte. Voilà, c'est une citation que j'aime beaucoup puisque c'est, étant moi-même un tout petit peu auteur, c'est exactement ce que j'ai ressenti quand j'ai commencé à écrire. Enfin, pour finir, ça ne sera pas tout de suite la fin, mais pour finir, la quête des Willan fait l'objet aujourd'hui d'un projet d'adaptation en dessin animé par une société française dans le sud de la France qui s'appelle Andarta Pictures, qui est spécialisée dans la production en 2D. Et donc, du coup, la quête des Willan, normalement, va sortir bientôt en série d'animation de type feuilletonnant. Donc, on devrait avoir chacun des épisodes qui seront reliés par une intrigue qui va s'étendre sur plusieurs saisons. Et normalement, ça devrait être du 3 x 8 au format 26 minutes. Donc 3 saisons de 8 épisodes en 26 minutes, qui devraient reprendre l'intégralité de la quête des Willan. Et donc j'imagine, comme tout, si ça fonctionne, potentiellement, qui sera ensuite étendu au monde et à Elana. Ce projet fait l'objet d'une campagne de financement Kickstarter. Elle avait commencé le 16 mars 2021 et elle a été finie le 9 avril. Alors, pour vous dire, il y avait 40 000 euros demandés. Ils ont obtenu plus de 200 000 euros. Ouais. Alors, pour vous dire que je pense que quand même l'œuvre a marqué beaucoup de monde. Et ils l'ont désormais ouvert de nouveau sur alors ça s'appelle un CrowdOx qui permet de poursuivre le financement. Et ils ont, donc depuis avril, ils ont continué de récolter plus de 50 000 euros puisqu'ils sont maintenant à 258 000 euros de récoltés. Et donc, on espère que, maintenant c'est quasiment sûr que ça va aboutir puisqu'ils ont récolté. On espère que ça sera diffusé. On ne sait pas sur quoi ça sera diffusé. Il y a France TV qui a participé à l'élaboration. Donc, il y a possibilité que ça puisse sortir sur France Télévisions. On sait aussi que Netflix les a mis en avant. Ils ont fait une publication qui mettait en avant le quête des Willan par Andarta Pictures. Donc, est-ce que ça voudrait dire que ça pourrait être sur Netflix? C'est à voir, mais en tout cas, Netflix les a remarqués. Et voilà, à signaler aussi que toutes les contreparties du Kickstarter sont du Made in France. C'est vraiment une série qui est faite par des Français, un auteur français, par des Français, qui met en avant une petite Française. Et même toutes les contreparties sont du Made in France, donc je pense qu'on peut remettre un petit cocorico une nouvelle fois. Il y a eu un petit trailer, si vous voulez aller le voir. Je ne sais pas si vous l'avez vu. En tout cas, moi, j'étais assez hypé par le fait de voir l'univers vivre sous mes yeux. J'ai hâte d'entendre les voix qu'ils vont mettre sur les personnages, parce que ça fera, je pense, en grande partie l'histoire. J'espère que quand ça sortira, il y aura un phénomène, comme je disais tout à l'heure, à la Arsène Lupin, qui pourrait relancer la vente du livre. Et voilà, donc vraiment, alors j'avais un peu de mal avec les dessins au tout début. Je m'y suis assez rapidement habitué, donc je pense que l'important c'était que sur un trailer. Mais je pense qu'il peut y avoir quelque chose de très propre qui peut en sortir. Et enfin, tout cela, tout cet univers, pour ceux qui n'aiment pas trop lire et qui n'ont pas envie d'attendre la série, il y a des BD. Il y a des BD qui reprennent l'intégralité de l'histoire de la quête des Willan. Les 7 BD de la quête des Willan sont déjà sortis. Il y a déjà une BD qui est sortie pour les mondes des Willan. Le deuxième tome devra sortir juste avant Noël. Donc, on faisait des recommandations cadeaux. Ça peut en être un très sympa, le deuxième tome des mondes des Willan. Et il y a les 6 BD pour Elana qui sont déjà sortis, avec la suite qui devrait sortir pareil en début d'année prochaine. Donc les BD sortent à un rythme à peu près de tous les 6 mois ou tous les ans, donc ça va assez vite finalement. Une bonne partie de l'histoire est donc avancée en BD. Donc pour ceux qui sont moyennement fans de la lecture ou qui ne veulent pas attendre le dessin animé, il y a les BD pour vous contenter. Et franchement, elles reprennent très très bien, avec grande justesse le livre. Beaucoup de dialogues ont été conservés tels quels. Les dessins sont très sympas. Bon, moi, je ne vous conseillerais forcément de lire le roman, mais en tout cas, il peut s'agir d'une super belle porte d'entrée pour ceux qui sont intéressés par la quête des Willan. Voilà pour moi. Eh ben, merci beaucoup pour cette belle chronique.
Alors, je rebondis juste sur un truc que tu as dit tout à l'heure. Effectivement, j'avais parlé de diamant la fois dernière. Quand Oui. j'avais dit que c'était simpliste, en fait, ça l'est pas du tout. C'était vraiment à mon premier contact avec le texte. Ah oui, d'accord, euh, c'était. enfin, sur les premières pages, on va dire, j'ai cru que c'était simpliste. Alors, en fait, ça l'est pas du tout, hein. Ouais, ça s'est amélioré par la suite. C'est pas que ça s'est amélioré, mais c'est que, comment dire, c'est une volonté Ah oui, oui, c'est ce dans que le tu style, en disais, fait. oui. Il y Oui, oui, a, tout à fait. c'est, et donc, au final, en fait, enfin, même par rapport au vocabulaire, tout ça, c'est pas du tout simpliste, en fait. D'accord, Par contre, d'accord. par rapport à ce que tu as dit, toujours par rapport à ça, tu as parlé de botérisme. Oui. Alors moi, ça fait très très longtemps que j'ai pas lu la quête des Willan et ses suites, mais je me demande s'il n'y a pas un peu de ça quand même dans le style de Vincent Tassi. Alors il faudrait que je relise Willan, et d'ailleurs bah, ta chronique m'a donné envie de m'y replonger. Il faudrait que je regarde et que je compare un peu les deux, voir si Vincent Tassi finalement aurait pas été influencé par Pierre Bottero. Ouais, peut-être. Mais en tout cas, le style est très reconnaissable. C'est vraiment, c'est épuré. Voilà, je Ouais, pense que bah c'est moi le j'ai plus le qu'on peut souvenir lui dire. de livres qui se lisaient extrêmement bien et qui du Oui, coup oui, se lisaient vite aussi. tout à fait. Je me Et souviens puis, que moi je m'enfilais les tomes à une vitesse pas possible. alors j'en ai pas parlé, mais il y a aussi enfin, Pierre Bottero a créé presque une secte autour de lui. Après celle de Brandon Sanderson, il y a la secte, la Guilde des Marchands, qui est une caste particulière, une guilde particulière de l'univers, dont fait partie le personnage d'Elana, justement, et qui a une philosophie très, très à elle, mais qui a inspiré beaucoup de monde, avec une poésie marchande qui ressemble alors je ne sais plus comment ça s'appelle Des cette haïkus. poésie, ouais, aux haïkus, exactement. Ça ressemble énormément à ça. Et ouais, franchement, même maintenant, tu vois, à 26 ans, c'est avec plaisir que je relis tous les tomes de la saga, malgré le fait que ce soit la base de la jeunesse. C'est jeunesse, mais ça reste super intéressant. Il y a des très très beaux messages dans l'œuvre. Exactement. Mais Enfin, c'est vrai que je suis d'accord, hein, ça transcende complètement les âges parce que, en toute honnêteté, j'ai découvert Botero assez tard. J'ai découvert ça quand j'avais 20, 21 ans. J'essaye de m'y retrouver, mais ouais, ça devait être ça, 21 ans à peu près. Et, euh, et ça m'a quand même beaucoup plu, ça m'a quand même marqué. J'attends avec impatience que les nièces de mon compagnon soient en Ouais, c'est âge grande. pour que je les offre, voilà, justement, donc pour Ah pouvoir bah, continuer transmettre aussi ces livres. Voilà, ouais, je voilà. pense Par que contre, c'est des beaux bouquins avec des très très beaux messages, vraiment. mais, je vois que je ne suis pas la seule à avoir été victime de l'achat des tomes 2 des parents. Ah, Sauf que moi, c'était le tome 2 de Harry Potter. Voilà. ah ah, J'ai mais moi commencé Harry aussi, Potter avec la Chambre des Secrets. pareil. moi j'ai commencé avec le 3, mais c'est pas la faute de mes parents, c'est le seul qui avait la bibliothèque de mon école. Et du coup, j'ai commencé par le 3, mais bon, pour une fois, mes parents ne sont pas blâmés d'avoir pris un tome qui n'était pas le 1. Mais c'est vrai, comme tu disais, ça s'adapte vraiment bien à un JDR parce qu'il y a vraiment des races, entre guillemets, des types qui sont très. Comme par exemple, les frontaliers sont très caractérisés en termes de groupe, etc. Tout à fait. De même que les tulles. C'est ça, hein, c'est les Oui, tulles. exactement. Les tulles, il y a les fails, oui, c'est ça, les fails. Faël, alors Faël qui fait beaucoup penser à Elf, en plus ce sont Et- les archers. Voilà, c'est ça, Euh, exactement. Elf archer, évidemment. Et Lana, je la mettrais moins voleuse, mais plutôt roublarde. Oui, exactement. En fait, c'est parce que dans la quête des Willan, le premier contact qu'ont les personnages avec les marchands, c'est une personne Qui n'est qui pas vole vraiment justement. marchambre. Ouais, c'est pas vraiment tout à fait une marchande. Et d'ailleurs, je crois que Elana s'en occupe par la suite. Et ce Oui, qui fait que les deux œuvres se recoupent. Mais oui, oui, disons que les pouvoirs et les capacités des marchands peuvent leur permettre de s'infiltrer, de chaparder, si ils sont un peu du côté obscur de la force. oui, du côté obscur de la force. Les mercenaires du chaos, enfin, voilà. Donc non, l'univers est très très vaste. Et franchement, alors oui, pour des jeunes,
si vous voulez leur donner une porte d'ouverture sur les littératures de l'imaginaire et de la fantasy ou fantastique, foncez les yeux fermés sur la quête des Willan. C'est sûr que l'histoire va plaire et que les enfants seront conquis, quoi. Alors, je vais ajouter un petit truc qui sera peut-être une hot text, mais je dirais que faut peut-être même mieux foncer sur Ewilan que sur Harry Potter. Voilà, le caillou est jeté, débrouillez-vous avec ça. Ah, ils se battent dans mon cœur, les deux. Je ne peux les départager. Oui, mais cocorico. Les symboles Mais, de l'enfance. mais c'est vrai que je pense qu'il faut mettre un peu plus en avant ce qu'on est capable de faire en France. Nous ne sommes Tout pas à fait. si nuls que ça dans le domaine de l'imaginaire et je pense que c'est important de le mettre en avant. Ouais. Aussi, petit rappel, donc en plus de tout ça, au niveau de l'univers étendu, on a aussi la trilogie de l'autre et Exactement. le livre seul des âmes croisées, Mm. malheureusement. Qui était en cours d'écriture, la suite. Donc effectivement, Bottero nous a quittés avant de réunir son univers étendu, malheureusement. Et d'ailleurs, l'autre qui est aussi une série très, très sympa à lire, dont je parlerai moins ici, mais qui pareil met en avant deux jeunes. Et toujours, ce qui est très bien avec Bottero, dans des œuvres très. Alors aujourd'hui, les termes seraient inclusifs, mais qui met en avant la diversité, qui met en avant les femmes. S'il y a une œuvre qui pouvait être féministe avant, enfin pas féministe, mais qui met à égalité en tout cas les hommes et les femmes, l'œuvre de Bottero en fait partie. Il n'y a pas du tout de machisme quoi dans ses œuvres, au contraire. Donc, 10 ans avant qu'il y ait vraiment tout ça qui soit mis sur le devant de la scène, il avait déjà une œuvre qui était très bienveillante pour tout. Mais c'est vrai que je me souviens rapidement maintenant que tu en parles, le peu de machisme qui est montré est très rapidement moqué. Très moqué ou combattu avec force et peu de Force et honneur. délicatesse par certaines personnes. Mais oui, oui, en tout cas, très belle œuvre de ce point de vue-là à tous les niveaux. C'est vrai que j'en profite aussi pour dire que le Crodox dont tu parlais tout à l'heure se termine le 5 juillet à 9h30. Donc n'hésitez pas à partager. Je me souviens qu'ils avaient dit aussi qu'ils étaient étonnés du nombre de personnes anglophones. Alors, ouais, alors ça, j'ai pas suivi, mais en effet, apparemment, il y a une grosse communauté anglophone sur l'œuvre. Comme quoi, au final, il n'y a pas que les Français qui aiment les auteurs anglophones américains, américains-anglais, mais que la fantaisie française s'exporte un peu aussi. Bon, d'ailleurs, par rapport à tout ça, n'hésitez pas à aller regarder La Quête des Willan adaptée en dessin animé, une vidéo YouTube faite par le Tropper. D'accord. Voilà, C'est quoi? C'est le trailer ou c'est... Non, non, il a interviewé certains des créateurs, Ah, d'accord, etc. très bien. Voilà, donc c'était une vidéo très très intéressante pour compléter justement les informations sur l'animé à venir.